Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Les rendez-vous de ce soir, nous allons échanger avec l'habitude de cette émission, c'est M. Raphaël Bolikango pour débattre sur les sujets qui préoccupent au plus haut point M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna, dont l'autorité morale est M. Élisée Pokumwana. Il est géographe et aménageur, mais il donne aussi les maires de lui-même pour au sein de FPAU. Voilà, Monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour moi, c'est toujours agréable de partager ce moment précieux sur les antennes A afin de commenter la chronique politique et socio-économique. Voilà, l'actualité est abondante, mais nous allons commencer d'abord par l'opération coup de poing à Kinshasa. Cette opération qui fait parler d'elle, ça prend une autre tournure et ça préoccupe au plus haut point la population de la ville de Kinshasa, particulièrement cette population qui est victime de l'opération coup de poing. Vous réagissez comment par rapport à quoi aux retombées, aux répercussions de l'opération coup de poing quelques temps après son coup d'envoi? Oui, Maman Adèle, nous avons salué l'opération coup de poing lorsque ça a été annoncé par le gouverneur de la ville, mais évidemment nous remarquons qu'il y a eu quelques ratés au niveau de l'exécution par rapport à certains contribuables qui ont des documents, des certificats d'enregistrement en forme, et qu'il fallait peut-être, pour des raisons d'expropriation, pour cause d'utilité publique, il fallait au moins les préaviser pour qu'ils prennent soin de dégager leurs matériaux. Mais nonobstant cela, pour certains cas, la plupart des cas où il y a des terrasses, des maisons de commerce sur les emprises de la voie routière, là en tout cas, là je salue le gouverneur, mais surtout les terrasses qui faisaient beaucoup de nuisances sonores, là nous appuyons. Mais je remarque aussi qu'on a un peu ralenti ou bien on a suspendu quelques destructions, mais il faudra que ça soit un peu recadré, parce que vous savez que les citoyens qui ont construit à des durs labeurs leurs immeubles, il fallait quand même donner un temps, et il faudra aussi, je pense que il appartient au gouvernement de recadrer ça dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui vaut dommage. Il vaut dommage, donc il faut payer les gens pour les délocaliser, parce que c'est à l'État d'encaisser les erreurs que les agents commis au ministère de l'Urbanisme, Habitat, Affaires foncières ont commis. Est-ce que le moment était propice pour donner les go de l'opération coup de poing à Kinshasa? Quant au moment propice, madame, nous avons ici demandé à ce que le gouverneur de la ville cesse un peu d'être un État-providence. Nous avons demandé qu'il soit État gendarme. Le prochain coup de poing, comme je viens de le dire, c'est une très belle opération parce que vous voyez, vous allez remarquer que ces derniers temps, il y a l'embouteillage, les concentrations de véhicules en quelques temps ont été un peu réduits, nonobstant qu'au moment de pointe, il y a toujours embouteillage, mais au moment creux, nous avons qu'il y a quand même des balayages et un balayage de la route qui a quand même un peu de fluidité de transport. Mais le travail n'est pas encore fini parce que nous voyons beaucoup de chantiers qui font encore obstruction quant à la fluidité de transport. Il faut qu'on vide les constructions par l'OVD et par les CFI de l'Office de route. Voilà, la ville de Kinshasa ne répond pas aux normes urbanistiques, la plupart de ces constructions. Alors, par rapport à l'opération coup de poing, l'hôtel de ville devait procéder comment pour ne pas léser ou frustrer les propriétaires des constructions anarchiques?
Mais c'est ça, madame, quand je vous ai dit qu'en en bon droit, il faut préaviser. Pour ceux qui ont des constructions en matériaux durables, il fallait les préaviser. Mais, comme je dis, il appartient maintenant à l'État de payer les préjudices commis. Et même pour... C'est même dans la loi. Lorsqu'il y a expropriation pour cause d'utilité publique, il y a quand même les rémunérations. Pourquoi pas prévenir avant de construire, en lieu et place d'attendre, de démolir après la construction? La faute est partagée, maman. La faute est partagée. Même nous-mêmes, les citoyens, là où vous achetez pour construire, vous ne voyez même pas. J'ai vu une maison là à Bandal, au niveau de l'entrée de Kasavubu et Inga, à côté de la station. Donc c'est sur des allées. Il faut extenser la ville. Vous avez de l'argent. Au-delà de Maluku, au-delà du mausolée du Sphinx Etienne Sekedi, il y a des endroits. Au-delà de Mingiadi, de Benseke, il y a de l'endroit. Mais pourquoi toujours seulement se recroqueviller sur les allées? Vous voyez, Bandal, on dit Bandal c'est Paris, mais c'était mal en train. Donc il y a des constructions qu'il fallait aussi que, parce que peut-être on les avait interdit, on les avait suspendus, il y a eu la suspension des travaux, mais il n'a pas obtéré, il faut l'obtempérer. Mais au quartier Beauvant, il y a des constructions anarchiques, au quartier Diplomate aussi. Voyons voir si l'hôtel de ville va démolir aussi les parcelles de ces personnes nantis. Bon, alors, parce que ce que nous ne voulons pas, c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Oui, madame, vous allez savoir, quand vous parlez des quartiers GB, des quartiers Beauvant, là, ce sont des quartiers qui étaient lotis d'une façon légale. Nous avons vu ça. On avait attribué ça aux agents de la RTNC et du ministère de la Communication. Là, c'est vraiment loti. Vous allez voir qu'il y a la traçabilité, il y a la trame vière par rapport à l'aménagement. Sauf qu'il n'y a pas de caniveau. Là, c'est ce que j'ai remarqué au Beauvant, même au niveau de GB, c'est un problème de caniveau. Mais toutefois, il y a eu la trame vière qui a été, avant de lotir, et ça a été fait. Mais ce qui est de mauvais côté, c'est qu'il y a certaines constructions qui sont au-dessus de cette trame vière. Normalement, quand on parle de trame vière, on parle des systèmes d'électrification, des systèmes de distribution d'eau. Vous voyez qu'il y a des maisons qui sont au-dessus des câbles de courant, au-dessus de tuyaux de la régie des eaux, et lorsqu'il y a des pannes, et voilà, aujourd'hui là, nous entendons que là, au niveau de Sosimat, il y a la panne de la SNEL, que la SNEL ne peut pas essayer de réparer à cause des constructions. Vous voyez là sur Sosimat, vous voyez les constructions qui sont là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce que maintenant, la SNEL, c'est sur les emprises destinées pour l'électrification. Alors, moi, je pense que nous attendons quelle est la solution de l'État, parce qu'on doit nécessairement réparer, et surtout ces Gombékiers pénalisés. Alors, voyez à ce moment-là. La chasse aux vendeurs ambulants et chasser aussi toutes ces femmes-là qui vendent dans des restaurants de fortune. Il y a ces Congolais qui vendent à même les sols. Ça vient résoudre quel problème? On sait qu'il y a un problème d'emploi en République démocratique du Congo. Ces femmes, au lieu de se prostituer, elles ont jugé bon à les vendre dans des restaurants, créer des restaurants de fortune. Ces jeunes gens, au lieu de se livrer, de commettre des actes inciviques, ils ont jugé bon vendre de l'eau qu'on appelle de l'eau pire et consorts. Mais quand l'hôtel de ville se met à chasser, à interdire cette catégorie de personnes d'exercer leur petit commerce, c'est pas le stimuler à s'adonner encore à ce qu'ils faisaient comme acte civique avant. Maman Adèle, c'est controversé par rapport à la vie comme elle va au quotidien de la population, c'est triste. Mais par rapport aussi à l'endroit où sont jonchées toutes ces activités commerciales, ce n'est pas l'endroit idéal. Mais seulement, nous avons demandé à ce que, lorsqu'on délocalise tous ces mamans qui se débrouillent, tous ces marchands qui se débrouillent,
il a fallu les délocaliser et leur fixer dans un autre endroit. C'est là au moment où nous appelons, nous interpellons le pouvoir public de garder, de préserver les espaces verts. Vous voyez, maman, les espaces verts, si on n'est pas en train de lotir les espaces verts, ça permettrait à ces marchands d'avoir un endroit. Vous voyez, sur Royal, c'est la place des artistes, et voilà, jusque-là, il y a quand même une modernisation que j'ai vu en train de faire par le gouverneur de la ville. Donc, vous voyez, la place Royal, c'est une place que l'État peut toujours aménager pour des commerces passagers. Mais on est tenté de vendre tous les espaces verts, Zamba, Voka, tout ça. Mais alors, voilà, ça pose maintenant un problème. Alors, il faudra maintenant, en tant qu'aménageur, moi je dirais que il faut que la politique de l'expropriation, il faut qu'ils essaient un peu de étudier favorablement comment on peut créer d'autres espaces verts en expropriant aussi certains occupants. On peut 2-3 parcelles comme ça, là, l'État peut acheter ça, comme ça, on fait un marché. Voilà, merci. Là, ça peut, pour cause d'intérêt général, on peut employer cet état de choses. Nous allons évoluer. Processus électoral en RDC, enrôlement des électeurs, deuxième heure opérationnelle qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Vous pensez que là aussi, la CENI a du pain sur la planche ou ça pose problème parce qu'on sait que l'Est, c'est là où il y a l'insécurité, ainsi de suite. Oui, maman, quand on parlait du processus électoral, je jette des fleurs à la CENI pour avoir quand même tiré son épingle de jeu. D'après les estimations statistiques que nous avons par rapport à la première ère opérationnelle, il y a la statistique de 98%, donc ça va déjà, ce sont des estimations statistiques. Bon, même pour le deuxième ère opérationnelle, d'après les prévisions que nous sommes en train de lire, que ça marche aussi. Mais seulement pour le troisième ère opérationnelle dont vous faites allusion par rapport au Grand Kivu et au Grand Oriental, là, je pense que la situation n'est pas très bonne parce que je vois que les agents de la CENI sont exposés à des coups de feu. Il faut que ça soit évité. Il faut qu'il y ait la sécurisation pour que la plupart de la population de l'Est soit enrôlée. Et dernièrement, j'ai entendu un honorable député national de Lubero qui a été de ce coin-là et qu'il est allé s'enrôler là-bas. Je félicite. Donc moi, je proposerais que tous les candidats députés nationaux, provinciaux qui sont en fonction, ou bien ceux qui sont des prétendants pour les élections prochaines, d'aller s'enrôler dans leur fief électoral. Mais les élections pour essayer d'encourager la population. Monsieur Raphaël Bolikambo, oui. Vous croyez à la tenue des élections parce que l'Est de la RDC, plusieurs points sont incontrôlés. Si on va à Kwamontou, le calme est précaire. Vous pensez qu'il faut aller comme ça aux élections? Je ne suis pas de l'avis que nous devons aller pour les élections générales, que nous devons avoir pas dans une intégrité territoire nationale, mais partiellement en excluant certains territoires des provinces de l'Est. Je ne suis pas de cet avis et ce n'est pas encouragé, mais à entendre le gouvernement Sama Lukonde, ils sont en train de ne pas ménager les efforts afin que la situation soit améliorée tant bien que mal. Mais il ne faut pas que nous attendons à des estimations statistiques très positives par rapport à l'Est. Que pouvons-nous faire, Maman Adèle? Faute d'or, on peut se contenter seulement des perles. Reçu dans une émission télévisée, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a déclaré n'avoir reçu aucun rang depuis le 22 juin 2022, depuis juin 2022, de la part du ministre Nicolas Kadi. Bon, je ne sais pas si cette information
est récente, mais à ce que je sache, qu'au niveau du gouvernement Samadou Koné, il y a un décaissement graduel. Vous savez que les fonds, il faut les chercher. Il y a un décaissement graduel. Sinon alors, l'étape opérationnelle d'enrôlement ne pouvait pas avoir lieu. Avec une telle déclaration, vous croyez à la tenue des bonnes élections? C'est une déclaration récente. Mais madame, lorsqu'on est obstrué dans certaines de nos provinces, on ne peut pas s'attendre à des très bonnes élections, mais peut-être à des assez bonnes élections. Parlons-en comme ça. Mais il faudra que nous sachions que nous sommes dans une période très difficile et que le gouvernement avec le président Félix sont en train de booster les partenaires extérieurs afin que l'invasion des rebelles soutenus par le Rwanda soit quand même extirpée du pays pour que nous passions à des élections transparentes et non compromettantes. Sans élection, il faudra une transition sans Tshisekedi. L'a dit Martin Fayoulou. Oui. Ce sont là les propos de Martin Fayoulou. Ouf. Mais avant Félix Tshisekedi, il y a eu combien de transitions avec le président Joseph Kabila? Nous avons eu beaucoup de transitions, mais ce discours-là, c'est un discours dépassé, Maman Adèle. Depuis avec Joseph Kabila, ce discours-là, c'est pas un discours que l'on entend aujourd'hui. Hein? Et on a fait les élections au lieu de 2016. 2016, on est allé jusqu'en 2018 pour investir en 2019 avec Joseph Kabila. C'est une jurisprudence. Donc, c'est par faute modestie que je rejette ces déclarations-là. Parce que ce n'est pas une première ici. On va toujours aller avec le chef d'État en fonction. C'était les souhaits de Tshisekedi à l'époque. La jurisprudence que nous avons C'était les souhaits de Tshisekedi à l'époque, une transition sans Kabila. Mais ça, c'est un discours politique, hein, si nous en tenons. Donc, pour Fayoulou aussi, c'est la même chose. Donc, nous allons toujours avoir un président, le président sortant, le président fin mandat à la tête de la République jusqu'à l'investiture d'un autre président. Même lorsque vous parlez, bon, il n'y aura pas une capacité pour que le président du Sénat fasse l'intérim par rapport à la Constitution. Cet article-là n'a pas sa place. Nous allons partir avec le président Félix. Et d'ailleurs, pour le président Félix, les élections vont se tenir en décembre 2023. Les compatriotes congolais qui ne se détrompent pas, les élections vont se tenir en décembre 2023. On en a marre de ces histoires de transition. Et d'ailleurs, nous sommes déjà un exemple de démocratie en Afrique où je félicite les présidents Kabila Joseph et le président Félix Tshisekedi pour une passation pacifique du pouvoir. C'est une des premiers cas en Afrique. Vous voyez que la RDC, nous avons déjà entamé le chemin de la démocratie, le chemin de l'alternance, contrairement aux ex-colonies françaises où la République française marche avec les prédateurs qui s'éternisent au pouvoir. Il faut voir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazza. Hein. La France est-elle vraiment une démocratie parce qu'elle cautionne les prédations en Afrique et il ne voit que ça part d'intérêts économiques. C'est ça la France. Et les stratégies de l'opposition maintenant là ne semblent pas vous faire peur. Martin Fayoulou et les autres frères, ce sont des opposants pacifiques. Je les félicite parce qu'ils sont dans une opposition pacifique, contrairement aux autres qui cautionnent des bandes armées pour nous imposer. FCC, c'est l'opposition républicaine. Oui, madame, en tout cas, sans embâche, chacun a ses modules de fonctionnement, mais en tout cas, Martin Fayoulou, en tant qu'opposant pacifique, je l'appuie parce qu'il n'a jamais tenu les armes, c'est par sa parole qu'il agit. Mais quant à dire une transition sans le président de la République sortant, je ne sais pas un pays en Afrique
ou au monde où il y a eu tel cas. Et il faut voir aussi c'était dans quelles circonstances. Donc nous allons partir. S'il y aura transition, nous allons partir avec le président sortant, mais il n'en sera pas ainsi. Parce que nous, les forces politiques et alliées à UDPS, nous disons que le président Félix est déterminé à protéger la démocratie en Afrique parce que nous voulons aller vers un état de droit et qu'il faudra que la population, les peuples souverains, dispositions, les opposants du moment ne sont pas les opposants d'hier. Il faut prendre des dispositions. Oui, vous madame, de l'union sacrée, vous du pouvoir. Oui, madame, oui, nous sommes de l'union sacrée, oui, autour des aspirations et des actions que nous accompagnons le chef de l'État parce qu'il est des nôtres, nous n'en disconvenons pas. Pour ne pas faire face aux surprises désagréables. Oui, madame, vous savez que la politique est une dynamique. Vous avez rendu compte qu'il y a eu la transhumance en plein début de mandat. C'est pour dire que la classe politique active est en train de corroborer à côté du chef de l'État pour que le peuple congolais se retrouve tant bien que mal. Mais c'est cette agression de l'Est qui est tentée toujours de nous enjamber. Il faut qu'on en termine absolument. Il faudra que notre armée reprenne sa puissance d'antan, comme ce fut à l'époque de Maréchal Mobutu, pour ne pas revenir avec des vaillants combattants comme Boudjamabé, comme le général Mayele, comme le tout dernier jeune Mohamed Mandala. Donc vraiment c'est triste, 2023, mais je sais que la République démocratique 2023, Moïse Katumbi, candidat à la présidence de la République, Corneille Nangaa s'est ajouté en cette liste. Ça ne sera pas facile, hein, vous trouvez. Les jeux ne sera pas facile. Hein. Mamadel, pour le président Katumbi, il a tout un grand regroupement politique ensemble qui regorge tant de personnalités politiques. Pour lui, je n'ai pas de commentaire. Il est libre de présenter sa candidature. Corneille Nangaa, le seul qui connaît les vérités, la vérité des urnes des élections passées, cette fois-ci, il a jugé aussi bon de briguer à la magistrature suprême. Maman, bon... Qu'est-ce qu'il veut exactement? Corneille Nangaa... Qu'est-ce qu'il veut exactement? Tout Congolais est libre de poser sa candidature comme chef de l'État. Mais pour Corneille Nangaa... C'est louche. Peut-être c'est seulement pour essayer un peu d'animer la chronique des faits divers. Mais je ne vois pas Corneille Nangaa. Et d'ailleurs, même député national, bon, peut-être chez lui là-bas, au Grand Oriental. Mais bon, comme il a eu beaucoup d'argent, hein, quand il était président de la CNI, bon, il veut un peu se dégourdir pour essayer de refaire surface. Mais ça sera éphémère. Hein. Peut-être pour aller au Sénat, là, j'accepte, mais chef de l'État, bon, qu'il vienne seulement. Vous sous-estimez, M. Bolikango. Laisse-moi vous dire que vous sous-estimez l'adversaire parce que dans sa déclaration, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, a clamé haut et fort le résultat des élections passées était le fruit d'un compromis politique. Alors à ce cas-là, quand vous dites que le président Corneille Nangaa, qui a dirigé la centrale électorale de la République, quand il dit que c'est les résultats des élections passées, des dernières élections, est le fruit d'un compromis politique. Alors là, je pense qu'il est déjà hors service, parce que hors cadre. Donc déjà la population, quand nous entendons que lui, c'est lui qui a cautionné, si tel était le cas, donc c'est lui qui a cautionné le compromis politique. Donc il est déjà exclu. Nous, la population ne va même pas l'accepter parce que c'est déjà un chauvin. Voilà. Mais comme ça vient de lui, quand même, ça doit susciter des inquiétudes. Madame, laissez-le animer la chronique. Hein, c'est bon. Parce que déjà des réactions fusent de partout après cette déclaration de Corneille Nangaa. Lorsqu'il dit ça, où est-ce qu'il veut en venir? Pourquoi en ces moments-ci, il cherche des guéguerres contre le chef de l'État? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la tête du chef de l'État. Ça cache quoi ces propos? Il faut bien décortiquer ces propos.
Bon, Madame Adèle, je vous dirais que Corneille Nangaa, c'est pas un politicien d'abord. Il vient de la société civile. Donc, de sa trempe au niveau de la politique, c'est une porte qui est ouverte à tout le monde. Oui, mais il est encore, il n'a pas encore atteint le summum pour briguer l'élection présidentielle. Mais il peut toujours, il y en a eu beaucoup, nous avons eu beaucoup de candidats. Bon. Mais est-il que c'est mal parti pour lui, parce que son discours déjà du départ, s'il veut postuler, il faut savoir aussi. C'est pas parce qu'il est lésé quelque part. Je vous en prie, Maman Adèle, là, ça allait m'échapper. Il faut dire aussi que depuis avant les dernières élections, il y avait une plateforme qu'on appelait ATIC, qui s'appelle ATIC. Mais nous savions que Corneille Nangaa est parmi les fondateurs de cette ATIC, qu'on disait que c'était soutenu aussi par Maman Olive Lembe. Et il y a aussi son petit frère, il faut qu'on se le dise. Le petit frère, Corneille Nangaa a favorisé son petit frère pour sortir député là-bas oriental. Donc, qu'il soit dans ces petites cachettes-là, s'il vient, nous allons le démasquer. Voilà, merci. Voilà, vous allez le démasquer, ça c'est vous qui le dites. Mais le président de cette institution d'appui à la démocratie, il veut corriger qui en postulant? Madame, je vous dis que Corneille Nangaa n'a pas à nous prendre beaucoup de minutes. Maman, il était là président de la CENI. Il s'est déjà prononcé qu'il avait entretenu des élections qui ont découlé d'un compromis politique. Donc, lui, il n'a pas un avenir politique. Qu'il reste dans sa société civile, qu'il fasse des ONG, tout comme ça. Non, mais à la tête de la CENI, il lui a également été contesté avant qu'il ne gère sans embâche cette institution d'appui à la démocratie. Et c'était passé. Bon, maintenant là, il veut aussi donner le meilleur de lui-même en dirigeant ces pays à la dimension d'un continent, la République démocratique du Congo. Pourquoi pas lui donner aussi la chance, Corneille Nangaa? Adèle, Corneille Nangaa est libre, qu'il pose sa candidature, il est libre de s'exprimer, de ses expressions libres et démocratiques. Mais madame, pour que nous perdons beaucoup de temps sur Corneille Nangaa, je n'en trouve pas. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays. On ne peut pas vraiment s'attarder sur Corneille Nangaa. J'ai donné mon avis sur Corneille Nangaa. Il est libre, mais je vous dis qu'il n'a pas un avenir pour un résultat dans la combinaison gagnante. S'il dit les résultats des élections ont été le fruit d'un compromis politique. C'est chercher la noise ou la petite bête à Félix Tshisekedi. Dans quel intérêt en ces temps-ci? Ça, c'est seulement pour animer la galerie. Madame, et c'est aussi à vérifier, mais il y a eu la communauté internationale, il y a eu les observateurs internationaux. Si nous voulons élargir cette discussion par rapport aux dernières élections. Mais la communauté internationale a acquiescé aux résultats de la CENI. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas match de ce côté-là. Le président Félix Tshisekedi est bel et bien le chef de l'État de cette République et qu'il va avoir un deuxième mandat parce que nous le soutenons. Et nous le soutenons aussi pour appuyer la démocratie qui est en marche au niveau de la République démocratique du Congo. Et surtout que nous voulons que chaque chef de l'État désormais fasse les mandats légaux de 5 ans, une fois renouvelables. Il n'y aura pas de troisième mandat comme le président Joseph Kabila en a fait. Il y a eu un premier mandat, un deuxième mandat, il est parti. Le président Félix a son premier mandat qui est finissant et nous espérons et nous comptons, parce que nous sommes derrière lui, que nous allons gagner un deuxième mandat en sa faveur, en la faveur de l'Union sacrée, et que lui aussi, après le deuxième mandat, il va concéder pour une autre personnalité de la République. Voilà ce qui est important pour nous, c'est l'alternance de la démocratie. Cet éclairage, nous allons évoluer. Emmanuel Macron, président français, il a séjourné à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en guise de défendre, entre autres, la coopération économique entre les deux pays.
une visite imposée en quelque sorte, parce qu'il y a ceux qui ont fustigé sa présence ici, les organisations de droits de l'homme et autres, on l'a accusé d'être proche de Kigali et consorts, mais il s'est entêté, il est venu quand même à Kinshasa, et vous savez comment ça s'est passé lors d'une conférence de presse, ainsi de suite, les échanges de mots entre notre président et son homologue français. Qu'est-ce que vous avez retenu de la présence de Macron à Kinshasa? Premièrement, en tant qu'un chef de l'État d'un pays souverain, d'un pays ami de la République démocratique du Congo, bon, nous avons applaudi son arrivée ici à Kinshasa, mais nous attendions à ce que lui, en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que membre influent de la communauté de l'Union européenne, qu'il se prononce sur l'insécurité l'insécurité pendante à l'est de la République démocratique du Congo, où la République française, avec ses multinationaux, c'est eux qui sont en train d'appuyer les bandes armées là-bas, et ce qui était aberrant, ce qui est encore aberrant, parce que la République française a déboursé plus de 20 millions d'euros pour financer l'armée rwandaise. Alors à ce moment-là, l'armée rwandaise, il est en train de combattre avec qui? Alors c'est pour dire que la visite de la tournée d'Emmanuel Macron, d'une manière générale en Afrique, a été mitigée. Vous allez comprendre que oui, lui-même a dit que nous ne sommes plus à l'ère de la France-Afrique. Pourquoi? Mais nous félicitons les Ouest-Africains, parce que les Maliens, tous les Niger, au Niger là-bas, ils ont beaucoup encaissé, et c'était des colonies françaises. Maintenant, le temps est révolu de la France-Afrique. Il est imposé par les États de l'Ouest. Voilà. C'est pas par sa propre volonté. Après le roi belge, le pape, c'est le tour d'Emmanuel Macron. Il est venu la nuit, il est rentré la nuit. Ça va résoudre des problèmes diplomatiques, ou bien c'est juste des visites de courtoisie, ou c'est juste parce que la francophonie pointe à l'horizon, raison pour laquelle Emmanuel Macron a jugé bon venir à Kinshasa? Madame Adèle, je vous dirais que la visite de Emmanuel Macron en Afrique était une obligation pour lui, parce que la France est en train de perdre la vitesse en Afrique. Et d'ailleurs, madame, il a parcouru combien de pays? Je pense 5-6 pays en 4 jours. Donc vous voyez même qu'il n'était pas assis sur ses pénates. Et c'est quelqu'un comme qui était toujours, qui galopait. Parce que vous voyez là, je vous dirais, au Gabon, il est arrivé au Gabon, il y a eu concert des casseroles au Gabon, parce qu'on dit que lui, c'est lui qui est en train de continuer, la France qui est en train de cautionner l'éternisation des clans de la dynastie Bongo au Gabon, pour qu'il concerne des casseroles. Bon, au Brazza, à Congo-Brazza, j'ai vu que la désolation du président Sassou Nguesso, et surtout de la population de Congo-Brazza, parce qu'il n'a même pas passé la nuit là-bas, il a fait quelques heures. Et puis ici chez nous, il vient la nuit, il part la nuit. Bon, voilà, vous voyez déjà, c'est déjà un peu désobligeant. Dans tous les pays africains, entre guillemets, les colonisateurs ne sont pas le bienvenu. C'est pas parce qu'ils ne jouent pas leur rôle, ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas présents lorsque les pays sont dans le besoin. Non, c'est question de recadrer une nouvelle coopération. Et la coopération, lui-même a dit, la coopération France-Afrique, c'était une coopération comme post-coloniale, où il y avait toujours la colonisation économique, oui, l'indépendance politique. Mais la coopération RDC-France a toujours été étroite. Oui, oui, avec beaucoup de cas, la France a toujours été de nôtre, même au niveau de la communication. Nous avons quand même certaines œuvres des Français qui sont palpables ici en République démocratique du Congo. Mais nous condamnons la France par rapport à la politique qu'il est en train de faire, d'appuyer l'armée rwandaise
pour attaquer la République démocratique du Congo. Et la visite de Emmanuel Macron, Madame Adèle, pour moi, je dis qu'il était venu faire son affaire en tant que chef de l'État de la République française. Il est venu défendre leur politique parce que partout il est passé, il n'a parlé que de l'économie. Au Gabon, il a parlé du bois, de l'autre côté, il a parlé du pétrole. Et ici, devant le forum économique, il a parlé de la coopération winner-winner. Mais voilà, mais par rapport aux éléments sociaux, politiques, il n'a rien dit, même par rapport à la coopération militaire. Là, j'appuie, pour nous, c'est une leçon. Vous avez parlé de la conférence entre les deux chefs de l'État, le président Félix et le président Macron, et il y a eu des indignations. Nous avons remarqué, il y a eu des indignations. Je félicite le président Félix parce qu'il a parlé en notre nom. Il a doigté aussi le président de la République française. Bon, nonobstant cela, le président de la République française aussi s'est défendu par rapport à ce qu'il responsabilise chacun des États à prendre ses responsabilités. Il n'a pas parlé aussi de l'armée française de venir... à la rescousse de l'armée française, de l'armée congolaise. Oui, comme les anciens combattants le faisaient à l'époque, lors des guerres, les guerres européennes. On a vu quand même les anciens combattants aller combattre en Europe. Oui, madame, je vous dirais que président Macron, vous voyez que dans ses expressions, il a parlé à demi-mot. C'est comme on dit, malin à malin, malin demi. Alors je pense que nous avons tiré les conséquences. Que la République française, avec nous, c'est une coopération seulement gagnant-gagnant. C'est ce qu'il a dit. Alors il ne faut pas qu'on compte sur l'appui des Français pour terminer la guerre de l'Est. Parce que là aussi, c'est du gagnant-gagnant avec leurs multinationaux. Moi, je conseillerais au gouvernement de la République et au chef de l'État de continuer à contacter les partenaires extérieurs pour relancer la coopération militaire. Vous allez remarquer qu'à l'époque du maréchal Mobutu, la coopération militaire était, au niveau de la diplomatie, la coopération militaire était un des atouts forts du chef de l'État, maréchal Mobutu. Je pense qu'il appartient aussi maintenant au président de la République, Félix Tshisekedi, d'entamer de fructifier les coopérations militaires avec la Russie, avec la Turquie, avec tous ces États, les nouveaux pays industrialisés, les NPI. Il faut que nous collaborons avec ces gens-là, et je pense qu'avec eux, nous allons faire aussi une belle coopération économique winner-winner, en ce sens que ils nous donnent les armements et les munitions. Nous aussi, on leur donne les matières premières. Moi, je pense qu'il faut ouvrir d'autres brèches. Monsieur le chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait le ministre de la Défense qui s'était rendu à la Russie. Je pense qu'il faut qu'on continue avec la coopération militaire, qu'on accentue la coopération militaire avec la Russie, la Corée et la Chine, parce que avec nos anciens amis ici, il y a un récadage qui n'est pas favorable pour nous. Et nous devons être à malin et demi. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Et parler de vous maintenant, Raphaël Boulikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA. Les élections, c'est pour bientôt. Nous sommes à l'aube de 2023, année électorale. Vous préparez comment en termes d'activité? Et c'est le mois de mars, mois dédié à la femme. Quelle est l'importance que votre parti politique donne à la femme? Merci, Mme Adèle. Je vous souhaite à vous-même et à toutes un bon mois, une bonne fête pendant ce mois de mars, et que nous, les hommes, nous ne cesserons jamais de vous accompagner, comme dit la Bible. La femme et l'homme, c'est toujours des compagnons fidèles. Alors, pour nous, le Parti PUNA, nous avons déjà prévu certains appuis aux mamans,
en l'occurrence des pagnes. Nous allons distribuer des pagnes à titre exceptionnel dans les 21 provinces que Puna existe. Donc, et puis à part ça, il y aura aussi des conférences et aussi des activités de football. Mais pour nous, le Puna, nous donnons une grande place à la femme. Vous allez voir que notre présidente de la Ligue des femmes de l'Équateur et de même au niveau des mandataires de la République, nous avons aussi mis une maman comme déléguée générale. Donc, voilà, le thème de cette année, c'est la femme et le numérique, en peu de mots. Voilà, nous sommes à la fin, 2 minutes pour un message spécifique. Oui, vous avez dit que c'est le numérique pour la femme, donc là c'est encourageant. D'ailleurs, nous félicitons beaucoup de nos sœurs qui sont maintenant, qui ont une expertise au niveau de l'informatique. Nous vous encourageons, c'est la valorisation de la femme, c'est une valeur ajoutée. Nous appuyons que vous ne cessez de vous prendre en charge et de vous considérer non plus comme vous étiez à l'époque des femmes des ménages, des femmes des champs, mais aussi vous êtes des femmes des responsabilités. Voilà. Et je salue toutes les femmes du Parti de l'Unité nationale, toutes les femmes de l'Union sacrée, toutes les femmes de la République démocratique du Congo, toutes les femmes de l'antenne A, et que nos dirigeants pensent à vous. Voilà, ça nous va droit au cœur. C'est la fin de cette émission. Merci énormément, M. Raphaël Bolikango, d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour les rendez-vous de ce soir. Cette émission, vous allez bien la retrouver en rediffusion le mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission, remercier la chaîne de référence Antena, le preneur de vue, et moi je vous remercie énormément, vous fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Et nous vous retrouvons très prochainement pour un prochain numéro. Bonne suite de programme sur votre chaîne.